Bonjour tout le monde encore une fois, ici c'est David et je vous présente la dernière vidéo de la première unité de l'histoire d'Espagne. Euh, on s'est arrêté dans la dernière vidéo, on s'est arrêté à la crise de gouvernement de l'Union libérale dirigée par Leopoldo O'Donnell. Et nous avons vu comment, victime des guerres internes et causées par des pressions du parti modéré, de la partie des militaires, des libéraux les plus conservateurs, partisans d'une politique plus d'ordre, ce gouvernement de l'Union libérale, et O'Donnell en particulier, est forcé de démissionner. Et avec cette démission, on va entrer dans la dernière des étapes du règne effectif d'Isabel Sagona, okay, c'est ce qu'on appelle la période de la crise de la monarchie bourbonienne. Euh, la chronologie est un peu comme suit. C'est O'Donnell qui va présenter sa démission en 1863. Après, il y a quelques mois, voire même une année, dans laquelle de différents représentants politiques, soit plus progressistes, soit plus modérés, vont essayer voilà, de reconduire la stabilité, le gouvernement causé par la chute du gouvernement, du long gouvernement de l'Union libérale. Et, mais il faudra attendre jusqu'à l'année 64, donc, qu'un Narvaez, encore une fois, va prendre à travers un coup de force et appelé par la reine, il va prendre encore une fois le pouvoir, la direction du gouvernement et, et voilà, il va continuer reprendre sa politique, la politique à partir de laquelle il est connu, la politique autoritaire, une reprise de la répression des oppositions. N'oubliez pas qu'on entre déjà dans la période de la crise, on va voir les éléments de cette crise, mais avant c'est intéressant de noter comment cette crise, elle se matérialise aussi par la montée d'opposition et la réponse autoritaire, répressive du gouvernement ou des différents gouvernements modérés conservateurs, notamment ceux de Ramón María de Narváez. L'Espagne donc entre dans une situation de crise qui va finir l'année 68 avec une grande révolution qui va voilà, expulser la dynastie bourbonienne de l'Espagne. Mais on y arrivera. Un exemple de cette crise, mais aussi de la politique d'ordre répressif menée par le gouvernement de Narváez, c'est ce qu'on appelle la nuit de Saint-Daniel, la noche de Saint-Daniel, qui a lieu à Madrid le 10 avril 1865. Qu'est-ce que c'est la noche de Saint-Daniel? Bon, c'est une réponse autoritaire, répressive du mouvement universitaire à Madrid. Les étudiants universitaires de l'Université centrale de Madrid sont à la rue, ils protestent à cause des pressions du gouvernement contre les chefs de l'université qui n'a pas accepté d'expulser certains professeurs, parmi lesquels Emilio Castelar ou Nicolas Salmerón, qui seront en fait, des futurs présidents de la Première République espagnole, à cause des articles qu'ils ont publiés en critiquant fortement la monarchie d'Isabel Sagona. Les étudiants sont donc dans la rue, ils soutiennent, ils chantent ce qu'on appelle la serenata, donc des chansons pacifiques d'abord, pour soutenir le représentant les plus progressistes, on peut dire, les plus démocratiques, ou le chef des universités qui critique la monarchie, l'état de la monarchie espagnole à l'époque. Mais le gouvernement de Narvaez va répondre avec de la répression, avec de l'autorité. Il va y avoir même une quinzaine de morts, des centaines de blessés, voilà, etc. Donc la Noche de San Daniel, c'est un exemple d'un côté de la montée de cette opposition, l'apparition d'une opposition, dans ce cas chez les étudiants de l'université, mais en même temps d'une manière de répondre à cette opposition autoritaire par la force, très typique de l'autre côté de différents gouvernements menés par Narvaez.
et les modérés. Bon, donc on entre déjà dans l'étape de la crise. Nous allons voir quels sont les éléments nécessaires pour comprendre cette crise qui va mener la fin, qui va mettre un terme à la monarchie d'Isabel Sarona et va ouvrir une nouvelle période, celle qu'on appellera le sexennat démocratique, où les premières expériences démocratisantes vont avoir lieu en Espagne. Bon, le contexte social très chaud, ok, à cause des crises. Quelle crise? D'un côté, on parle de la crise politique. Une crise politique dans le sens que il y a une multiplication, c'est une période de multiplication des différents mouvements d'opposition des différentes formes. On a par exemple les républicains qui, qui cherchent une autre manière de structurer les pays. Okay, on pense que la monarchie elle est obsolète et qu'il faut donc changer les structures du pouvoir politique en Espagne et donc d'aller vers la République. Il y a un parti républicain qui est notamment formé par les libéraux les plus progressistes, voire le socialiste qui commence déjà à grandir, etc. Il y a aussi le Parti démocrate qui est très important à l'époque, un parti qui est un ensemble de gens qui pensent euh, dans la clé ou qui pensent d'une manière démocratique pour l'Espagne à cette époque-là. Mais il y a aussi ces militaires qui ont déjà eu un rôle dans la monarchie d'Isabel Sarona, mais qui sont à l'époque très fâchés avec la manière de régler les affaires publiques, notamment par le gouvernement Narváez, comme par exemple Prim et ses partisans progressistes. On peut dire donc que la crise politique est expliquée par cette multiplication des mouvements d'opposition qui ressemblent des différentes parties de la société qui sont contraires au régime politique. On peut dire même qu'ils sont anti-système dans le sens qu'ils veulent changer les structures du pays. En ajoutant la crise économique à la crise politique, on a déjà un menu intéressant pour comprendre la fin des Bourbons en Espagne. Cette crise économique, elle va avoir trois visages, on peut dire, qui sont très importants, qui servent à nous expliquer quel est le poids, quelle est la mesure de cette crise économique en Espagne à l'époque. Ok, je vous explique. D'un côté, on parle d'une forte crise financière, okay, c'est-à-dire une crise qui va provoquer le frein, l'arrêt des investissements financiers. Donc les cash, l'argent cesse de se bouger, se bloque, on peut dire, s'arrête, et cela provoque qu'il y a une manque d'investissement très important. Cette crise financière, en fait, est produite par une forte crise industrielle et une forte crise agricole. Donc l'économie, elle est arrêtée. On parle d'une période de forte crise économique. Comme par exemple, on peut parler de la crise économique de l'année 2008 ou de la crise économique qui doit apparaître après cette crise de coronavirus aujourd'hui. La crise industrielle, de l'industrie, notamment l'industrie catalane en fait, elle est expliquée par une hausse des prix du coton provoquée par la guerre de sécession américaine qui a lieu entre les années 61 et 65. Vous savez que c'est une époque où la sclavitude aux États-Unis, notamment dans la partie du sud, où il y a les camps cultivés des cotons, va être interdite. Le moment que la sclavitude est interdite, le prix du coton va monter énormément parce que à partir de ce moment-là, il faut payer un salaire aux ouvriers agricoles américains, notamment les Noirs, qui avant étaient des esclaves. Donc cette crise provoquée par la guerre de sécession américaine va comporter que l'industrie, notamment catalane, l'industrie textile des tissus catalanes, va avoir du mal à recevoir de matières primaires et donc les prix de la production vont fortement augmenter et cela va provoquer des difficultés pour continuer avec la production de textiles catalans.
En même temps, en parallèle, une forte crise agricole qui est provoquée par la hausse des prix des produits agricoles causée par des très mauvaises récoltes qui ont lieu pendant ces années-là. Toutes ces crises mélangées vont provoquer en fait une hausse du chômage urbain. Okay? Pourquoi? Bon, parce que des industries qui doivent fermer, des ouvriers agricoles qui quittent la campagne pour aller à la ville en cherchant du travail, donc cela provoque une grande masse de prolétariat qui se trouve dans une situation de chômage dans les villes à cette époque-là. Donc, on a déjà une crise politique, une crise économique. L'Espagne a du mal à résoudre cette situation-là. La seule manière envisagée par les gouvernements, c'est la répression et l'autorité, notamment sous la figure de Narváez. Mais ces partisans d'un changement vont voir l'opportunité, la fenêtre d'opportunité, et vont se réunir à Ostende, en Belgique, en 1867. C'est notamment les partis démocrates et les partis progressistes qui vont former une alliance pour destituer la reine et faire appel à des élections constituantes au suffrage universel. Ce pacte-là, c'est la clé pour comprendre la révolution qui va avoir lieu en septembre 1868 et qui va provoquer l'expulsion de la reine Isabelle II et de tous ses partisans et les débuts d'une nouvelle période dans laquelle on va changer, essayer de changer, transformer les institutions et les structures politiques, sociales et économiques de l'Espagne. Ce pacte d'Ostende, donc, c'est la matérialisation d'une alternative à toutes ces crises qui existent à l'époque en Espagne. Et voilà, la création d'une opportunité pour changer l'histoire du pays. Avec cette révolution qu'on va étudier l'année prochaine, commence ce qu'on appelle la période du sexennat démocratique, la chute des Bourbons. Okay? Je vous explique très, très rapidement, mais qui est divisée cette période en des différentes étapes. La révolution de l'année 68 et le gouvernement provisoire, la monarchie constitutionnelle d'Amadeo de Saboya et finalement la première république espagnole. Bon, avec ça, on finit l'unité de l'histoire d'Espagne. Okay? C'était parti, je le répète, on va l'étudier l'année prochaine. On se voit dans les écrans par vidéoconférence. Je vais vous offrir encore une autre vidéo qui doit résumer tous ces troisième trimestre qu'on a travaillé virtuellement. Okay? Et voilà, c'est tout. J'espère que vous allez bien. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.